Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Ce sont près de 2 milliards de francs CFA que Basile Atanganakuna et Jacques-Michel Massa, un des co-accusés, auraient versé à l'État du Cameroun. Le Conseil de l'ex-ministre de l'eau, écroué à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé, a donc saisi le procureur du TCS au fin d'obtenir sa libération. Cependant, son conseil s'est appuyé sur une disposition de la loi régissant le TCS. Plus de précisions dans ce reportage de Guy Zougo. L'affaire Basile Atanganakuna et son co-accusé Jacques-Michel Viviane Massar contre l'État du Cameroun dans le dossier de la réhabilitation des stations Camwater vient de prendre un tour particulier avec la restitution du corps du délit à hauteur de près de 2 milliards de francs CFA. Avocat au barreau du Cameroun, maître Emmanuel Sim précise ce qu'il faut entendre par corps du délit et l'esprit de la loi sur le tribunal criminel spécial au sujet du remboursement de celui-ci. Le corps du délit, c'est en latin corpus delicti, c'est la chose qui a été détournée au préjudice de l'État, ou alors quand ce n'est pas une chose matérielle comme un immeuble ou un bien, ça peut être donc plus généralement les deniers publics qu'on appelle encore les fonds publics. La loi organisant le tribunal criminel spécial au Cameroun a prévu entre autres dispositions une notion assez nouvelle qu'on appelle l'arrêt des poursuites en cas de remise du corps du délit. Mais à l'observation, relève l'homme de loi, l'application de cette disposition sur l'arrêt des poursuites judiciaires après remboursement du corps du délit fait voir nombre de disparités selon les cas et surtout la mainmise du politique. Dans le cas de Mme Arman Adama, elle a été remise en liberté après arrêt des poursuites. Par contre, dans le cas de Yves-Michel Faucho, pour lui, l'arrêt des poursuites n'a pas été ordonné. La décision d'arrêt des poursuites est une décision qui revient aux politiques, c'est-à-dire au ministre de la Justice, garde des Sceaux. De plus, autre entorse faite à la justice, lorsqu'il y a arrêt des poursuites, les déchéances, elles, sont passées par pertes et profits. Se désole l'avocat. Que logiquement, le remboursement devait plutôt être une circonstance atténuante. C'est-à-dire que même si on a remboursé, on fait le procès jusqu'au bout, on condamne la personne poursuivie aux dépens et aux autres peines. On prend les peines de l'article 30, c'est-à-dire les déchéances prévues par la loi, et on considère donc plutôt que la remise est une circonstance atténuante. Dans l'ensemble, la mise en route du tribunal criminel spécial, selon maître Emmanuel Sim, fait observer de nombreuses approximations qui mériteraient que cette loi soit reformulée. Une bonne rédaction aurait voulu que le juge du tribunal ou alors le juge d'instruction, quand l'affaire est encore à son niveau, soit autorisé à arrêter les poursuites dès qu'il y a le constat que le denier public a été remboursé ou que le bien public a été remis. Une option loin d'être partagée par les tenants du pouvoir qui maintiennent bel et bien en place cette juridiction dans sa forme initiale. Le Cameroun est en guerre civile, c'est ce que déclare le SDF. Le communiqué final des travaux du NEC tenu ce week-end à Bamenda, dans la région du nord-ouest Cameroun, accuse le régime de Yaoundé d'entretenir la violence dans ces deux parties du pays. Le SDF regrette l'indifférence du gouvernement à pouvoir ouvrir un dialogue national et inclusif. Auréole Tchoumi. Avec la crise anglophone, c'est désormais clair pour le Social Democratic Front, une guerre civile ouverte est née au Cameroun. Le parti de Nidjon Fundi dénonce un gouvernement irresponsable et une police opportuniste qui enfonce davantage le pays dans un chemin de non-retour. Le SDF maintient sa posture sur la crise anglophone. Le gouvernement est l'unique responsable de la guerre civile déclarée ouverte qui se vit principalement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest.
Le parti de Nidjon Froundi, qui tenait une réunion du comité national exécutif ce week-end à Bamenda, illustre son qualificatif de guerre civile avec la double attaque du convoi du gouverneur Bena Okalia Bilai dans le département du Lébialem, l'assassinat des gendarmes et militaires dans les régions anglophones, les centaines de déplacés du village Ediki Pumbanga, la razzia de certaines localités par des forces de défense et bien d'autres situations qui présentent le triste visage des régions anglophones du Cameroun. Le comité national exécutif dénonce aussi les gardes à vue abusives, le racket des populations civiles par les policiers et gendarmes. Pour le NEC, de nombreux jeunes anglophones sont interpellés au quotidien dans des commissariats de police et des brigades de gendarmerie et accusés d'embazounia. Par la suite, les familles déboursent d'importantes sommes d'argent pour obtenir la libération de ces jeunes enfants. Toute chose qui s'inscrit en totale violation des lois et règlements en vigueur dans la République et qui ne contribue, selon le SDF, qu'à attiser le feu de la guerre civile. Toujours dans sa sortie, le Social Democratic Front note avec consternation que le RDPC instrumentalise certains jeunes anglophones pour déstabiliser les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Le chairman Nidjon Froundi se veut donc clair, Paul Biya doit mettre un terme à la guerre déclarée aux régions anglophones du Cameroun. Et il rappelle qu'aucun gouvernement n'a jamais gagné une guerre contre son propre peuple. Et en deuxième partie de ce journal, nous reviendrons sur ces résolutions du NEC tenues ce week-end à Bamenda, dans la région du nord-ouest Cameroun. À présent, l'actualité au Sénat. La session de plein droit s'ouvre demain au Palais des Congrès de Yaoundé. Elle sera présidée par le bureau d'âge qui devra au préalable vérifier les incompatibilités avant la remise des permis proprement dites des attributs aux sénateurs. Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. La session de plein droit du 24 avril est celle qui donne le coup d'envoi des activités de la deuxième mandature de la Chambre haute du Parlement. Mais contrairement à 2013, les sénateurs vont attendre quelques jours avant de recevoir leurs attributs, le temps de procéder à la vérification des mandats et des incompatibilités. C'est une exigence de la loi du 27 octobre 2016, modifiant celle du 10 juin 2013, portant règlement intérieur du Sénat. Après l'ouverture solennelle de cette session par le doyen d'âge, quelques commissions seront constituées qui seront chargées d'examiner les situations d'incompatibilité de chaque sénateur. Il sera question pour ces commissions de répondre aux questions ci-après. Est-ce qu'un sénateur est maire? Est-ce qu'il est DG? Est-ce qu'il est DGA? Est-ce qu'il est président du conseil d'administration? Ces commissions, au cours d'une plénière, vont rendre publique la liste définitive des 100 sénateurs. Et c'est ce jour-là, nous serons déjà certainement vers le mois de mai, c'est ce jour-là que les attributs seront remis à tous les sénateurs. Tous les sénateurs vont porter ce jour-là leurs écharpes tricolores. Et c'est ce jour-là que les familles pourront venir au Palais de Congrès pour les bouquets de fleurs. Selon l'article 22 du règlement intérieur, l'exercice du mandat de sénateur est incompatible avec les fonctions de membres du gouvernement et assimilé, de membres du Conseil constitutionnel, de président du conseil d'administration ou le statut de salarié dans un établissement public ou une entreprise du secteur public ou parapublic. L'idée ici est de mettre un terme au cumul de fonctions relevé lors du dernier mandat. En attendant que ce préalable soit vidé, il revient dès le 24 avril au bureau d'âge de conduire les travaux du Sénat. C'est un jour spécial qui sera uniquement consacré à l'ouverture de cette session ordinaire de plein droit. Les sénateurs vont découvrir le nom du doyen d'âge. Ils vont également découvrir les noms des deux plus jeunes sénateurs, femmes et hommes. Après quoi, le bureau du Sénat sera mis en place dans les conditions prévues par la loi. Les sénateurs vont élire le président, le premier vice-président, les vice-présidents, les questeurs et les secrétaires. Et à la suite, le président du Sénat, le tout nouveau président du Sénat, va prononcer son discours de circonstance. L'élection des membres des commissions spécialisées du Sénat. Je signale que c'est une session qui peut durer 1, 2, 3 semaines, mais qui ne peut pas dépasser un mois.
Et dans le registre des faits de société, fin de parcours pour un gang de malfrats à Douala, réputé dans les agressions, viols, vols et consommation du chanvre indien. Ces présumés brigands, à majorité des jeunes, sémaient la terreur dans les quartiers Makeya, Niobel ainsi que Bonadibon. Le récit des faits dans ce reportage d'Innocent Abega, Séverin Tchoubang et Julien Berthe-Bissaï. L'on se croirait dans un film hollywoodien que non, il s'agit d'une opération réelle de police pour déloger des malfaiteurs. Police! Nous sommes à Monté-Mangabel, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Une tanière de brigands et malfrats dans la capitale économique. La descente fait suite à de nombreuses dénonciations des populations. Le dernier cas en date, l'agression d'un opérateur économique le 22 avril courant. Sa mallette et d'importants dossiers ont été emportés. Il y a un autre groupe de gars qui se sont ici aujourd'hui. Ils ont commencé à tirer sur les gens et poignarder les gens. Voilà pourquoi on a fait appel aux autorités qui sont venues pour l'intervention. En trouvant, ils ont trouvé qu'il y a le fumeur qui ne peut même plus marcher. Et il y a parmi les gens qui ont tué, qui ont voulu poignarder les autres. On a pu arrêter quelques-uns. Des brigands sont finalement interpellés. Ils sont en majorité des adolescents, consommateurs et revendeurs de chanvre indien, cannabis et tramol. Ils dictaient leurs lois et semaient la terreur dans ce quartier, jonction de plusieurs autres comme Bali, Makeya, Niobel et Bonadibon. Nous sommes dépassés, papa. On les chasse, ils ne comprennent pas. Mais ce qui est mauvais, c'est que de temps en temps, la police vient, après ils partent. On veut la liberté, on veut la paix, on veut qu'ils quittent d'ici. On souffre beaucoup. On souffre, on ne dort pas. Nuit et jour. Nous demandons la justice. Nous sommes fatigués. Nous sommes la vie. On ne s'inscrit pas dans ce quartier. Nous voulons la justice. Si ce ne va pas la carte de Dieu, c'est que nous, on ne vit pas. On a laissé les gars. Nos filles à 7 heures. Et tu vois que les gars, on veut le bébé dans le ventre. Leur refuge, une vieille maison à l'abandon. La fouille systématique donne de voir un tunnel. C'est par ce trou de fortune que plusieurs brigands se sont sauvés à l'arrivée des fins limiers. Ils ont réussi à fondre dans la nature. Et dans le département du Mungo, l'arrivée des déplacés dans la ville de Banga a contraint les forces de l'ordre à multiplier des patrouilles afin de veiller à la sécurité des personnes et des biens. Et ces multiples descentes sur le terrain ont permis de mettre hors d'état de nuire des gangs, des malfrats qui opéraient en toute impunité. Le récit des faits avec Jacquino Moulon et Xavier Foucault. Yodjo Luc Clovis, alias Patou, a été arrêté par la police. C'est l'un des voleurs d'un gang de 3 malfrats spécialisés dans le pillage des boutiques et autres magasins dans la ville de Mbanga. Cette opération a été réalisée grâce au renforcement de la sécurité dans cette localité avec l'arrivée des déplacés des Diki. Suite à l'arrivée massive des déplacés du village Diki, suite aux attaques, l'autorité administrative a pris des dispositions sécuritaires draconiennes afin non seulement de sécuriser ces déplacés et de sécuriser également les populations de Mbanga. C'est dans ce cadre que les patrouilles ont été intensifiées. Nous avons donc à ce jour pu interpeller certains redoutables gangsters qui font l'objet de plusieurs procédures dans notre unité. Nous avons pu récupérer un certain nombre de marchandises. Une opération qui a permis de mettre la main sur cet impressionnant butin de diverses qualités. Cette trappe a réussi grâce à la collaboration des populations qui ont marre d'être des victimes des coups de vol dans leur localité. Une fois de plus, à remercier les populations qui
régulièrement nous informent et leur exhortent à continuer sur cette lancée afin que nous puissions, n'est-ce pas, vivre dans la paix et la sécurité. On note que c'est le troisième gang qui est démantelé en Banga en l'espace de 2 mois, situation qui commence à être très préoccupante. Alors que ces 2 complices ont échappé à ce coup de filet, le présumé voleur croupit dans une cellule du commissariat de la ville. Dans les prochains jours, il répondra de ses actes devant la justice. Et c'est une fin de parcours tragique pour un malfrat dans la ville de Douala, alors qu'il tentait de dérober du matériel dans un atelier de soudure métallique cette nuit. Il a été électrocuté à la tête. La scène s'est déroulée au lieu dit Casino à Newbel, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Le récit est fait avec Innocent Abega et Leclerc Sakem. Spectacle inhabituel ce lundi au quartier Nubel, lieu-dit Casino à Douala, capitale économique du Cameroun. Le corps sans vie d'un jeune homme sorti dans un atelier de menuiserie métallique. Le propriétaire revient sur les circonstances de cette macabre découverte. Je suis arrivé ce matin aux environs de 8h30. J'ouvre l'atelier. Dès quand j'ouvre l'atelier, directement je trouve quelqu'un qui est assis et qu'il est mort dans mon atelier. Il est passé par le plafond et puis il est entré. C'est là où il est le courant. Parce que j'ai les rapports du courant sont dedans. C'est là où il est donc passé. C'est celui qui l'a donc touché. Et puis le courant, et puis il est mort. L'ami de ce dernier est surpris par la nouvelle annonçant la mort de celui avec qui il a partagé un verre de vin blanc la veille. Dans la soirée, il était avec lui, nous étions au Tchaparon, il était en train de boire le matango. Mais il semblerait que lui, c'est quelqu'un que lui sort la nuit, il ne sait pas. Mais subitement le matin, si je suis au matango, je constate, on vient me donner la nouvelle qu'il est mort. On l'a attrapé dans un atelier qu'il a volé. Le coin est électrocuté. Il est mort, on l'a trouvé raide mort. Directement, je cours, je reviens, j'arrive sur les lieux, je le vois. Je constate que c'est vraiment lui, mon frère, il n'est pas cru. Je vois quelqu'un là, raide mort. Hier là même, une maman lui a dit que j'ai rêvé de toi, que la police t'a arrêté. Il ne savait pas pourquoi la maman disait ça. Il a pris ça à la légère. Il a pris ça à la légère, mais moi il a dit, voilà, regarde, comprends ce que la mère a te dit. C'est une maman qui, que quand elle dit que quelque chose va arriver, ça arrive. C'est même pas la première fois, mais le voilà alors. L'attente du présumé malfrat arrivé sur les lieux est inconsolable. Le phénomène du vol dans les ateliers est monnaie courante dans ce quartier de la ville de Douala. Ça, c'est un problème que souvent nous-mêmes faisons nos ateliers. On revient, on trouve que les gars ont traversé par le plafond pour pouvoir ramasser nos appareils et repartir. Quand 6 heures, tu viens, ils sont en train de regarder Lyon. Quand tu demandes, tu fais quoi là? Il dit que je cherche la ferraille. Mais alors que ce n'est pas la ferraille, tu cherches la ferraille et puis tu cherches à forcer la porte de quelqu'un. Les éléments de la brigade d'un Kololoun descendus sur les lieux ont ouvert une enquête. Le corps a été déposé dans une morgue de la place. Dans le reste de l'actualité, l'arrondissement de Makak dans le département d'Union et Kélé est plongé dans le noir. Depuis des jours, des coupures intempestives d'électricité donnent du tournis aux populations. Elles déplorent de nombreuses pertes. Les activités commerciales tournent également au ralenti. Le reportage de Joël Niem et de Julingue Nyondé. En soirée où les enfants doivent apprendre, les coupures sont là. Comment ils vont donc réussir? C'est ce que nous vivons à Makak. Nous n'avons pas de lumière. C'est le cri de désespoir d'une habitante de l'arrondissement de Makak, localité située dans le département d'Union et Kélé, région du centre. Depuis de nombreux jours, ces populations sont sevrées de l'énergie électrique et ne savent plus à quel sens se vouer. Nous avons les clients qu'on n'arrive pas à satisfaire. Tu as le travail, tu ne peux pas réaliser un travail parce que tu abuses même déjà les clients à cause de ce courant. Peut-être c'est un travail peut-être d'une demi-journée. Tu n'arrives pas à réaliser parce que le courant fait même des 3, 4 jours, 5 jours, ça ne vient pas. Nous sommes dans des situations très compliquées. Les activités tournent au ralenti. Les marchandises se détériorent et créent un réel manque à gagner auprès des opérateurs économiques. Pour l'eau, on ne vit plus.
Parce que ici à Makak, il n'y a même pas d'électricité. Et parfois on apporte sur les camions de poissons. Ça pourrisse, on part fumer. Et parfois même on jette. On a une perte énorme ici à Makak à cause du courant. Je suis menuisier qualifié. Mais actuellement, quand je vous parle, pour que ma famille puisse manger, je suis obligé de grimper sur une moto parce qu'il n'y a pas d'électricité. Il y a certaines commandes que je suis incapable de livrer à temps parce qu'il n'y a pas d'électricité. Tous les secteurs sont touchés par ces coupures intempestives de l'électricité. Il y a des enseignants qui veulent tirer leurs épreuves. Nous n'avons pas cette possibilité depuis lundi. Il y en a qui veulent exercer les enfants en leur proposant des sujets type examen. Ils ne peuvent pas le faire depuis que nous avons repris les cours pour le 3e trimestre à cause de cette coupure d'énergie. Nous avons une machine renographe qui ne marche pas. La situation est plus inquiétante dès la tombée de la nuit. L'absence de l'énergie électrique a fait renaître une insécurité qui connaît son pic avec de multiples cas d'agression et de vol dans l'arrondissement de Makak, affirment les habitants. Le malaise persiste au Centre africain de recherche sur bananiers et plantains. Les entreprises de cette structure scientifique située dans le département du Mungo s'apprêtent à passer le 10e mois sans salaire. Aucune prime ne leur a été versée. C'est une situation qui justifie la grève entamée depuis plus de 2 mois sur le terrain. Le reportage de Jacquino Molon et Auréole Djoumi. Une cinquantaine d'employés, une cinquantaine de familles, 10 mois sans salaire, sans prime, sans motivation aucune. 10 mois d'une longue attente. L'administration a des salaires exorbitants. L'administration gère beaucoup plus avec des salaires exorbitants, alors que les acteurs de la recherche proprement dit sont laissés à eux-mêmes. Et vous voyez énormément d'associations qui sont dans les 700, 1 million, voire 2 millions, voire 3 millions de salaires, alors que les chercheurs qui écrivent des projets se retrouvent dans 200, 250 000. On ne peut pas se lever d'ici. Et en plus, nous, on ne peut pas se lever de cette grève sans avoir nos 9 mois de salaire. Nous sommes aujourd'hui en 10 mois, qui était hier. Donc au jour d'aujourd'hui, on a pris la résolution où c'est ça, ou ce n'est pas ça. Au Centre africain de recherche sur bananiers et plantains de Njombe, il y a longtemps que le ciel est sombre. Nous sollicitons vraiment l'appui des autorités, l'intervention immédiate des autorités pour que cette situation trouve une solution. Pour que nous ayons au moins nos salaires et voir comment dans l'avenir nous pouvons vivre de façon sereine. Un projet lancé le 1er février 2001 à Yaoundé par un accord intergouvernemental sous l'égide de la conférence des ministres de la recherche-développement de l'Afrique occidentale et centrale. C'est dû à une mauvaise gérance, puisque si déjà nous sommes en 9 mois, pourquoi est-ce qu'on a attendu que ce manque de salaire arrive jusqu'à 9 mois? Alors on dit que quelque part, il y avait eu mauvaise gérance. Et ça a poussé les bailleurs de fonds même de se retirer. Pour les employés, c'est la confiscation des sphères de gestion par les Camerounais qui est à l'origine de tout ce problème. Ils pensent qu'elle s'inscrit en totale violation des statuts du centre. C'est un centre international, le statut prévoit que la tête de la structure, le directeur doit être un expatrié, le gestionnaire d'un autre pays et le coordinateur d'un autre pays. Donc les 3 sièges doivent appartenir à 3 pays différents. Du coup, les autres membres du pays membres refusent de contribuer parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas mettre leur argent alors qu'il n'y a personne parmi eux qui va gérer cet argent. Le centre, qui repose sur plusieurs centaines d'hectares, est presque à l'abandon aujourd'hui. Des plants qui se meurent, des arbres qui chutent, une nature devenue peu clémente. L'administration, de son côté, tente de relativiser. Ce centre est essentiellement financé par les États qui l'ont créé, les États membres qui sont 7. Depuis 2017 aussi, la contribution du Cameroun, nous n'avons pas pu l'avoir en entièreté et nous comprenons juste là du fait de la situation sécuritaire qui prévaut dans les différentes régions de notre pays. Les recettes propres du centre ne parviennent pas à soutenir la masse salariale du personnel. Des arguments qui ne suffisent pas à convaincre ces ouvriers. Ils ont décidé, et ce depuis 2 mois,
de faire un sit-in chaque jour au siège du CABAP à Njombi. L'actualité hors de nos frontières à présent, l'île de Madagascar est en ébullition alors que le gouvernement annonce de nouvelles mesures qui pourraient donc empêcher certains candidats de se représenter. Une manifestation géante a été réprimée ce week-end par les forces de l'ordre et les manifestants protestent contre les nouvelles lois électorales. On fait le point dans ce reportage de Gladys Sidi. Une manifestation organisée par les députés de l'opposition pour protester contre les récentes lois électorales votées le 4 avril a dégénéré dans la capitale malgache. Durant plus de 3 heures, de violents affrontements ont eu lieu entre forces de l'ordre et manifestants. Des affrontements ont éclaté, laissant 3 personnes sans vie, dont 2 enfants qui auraient été asphyxiés par les gaz lacrymogènes et 17 personnes blessées selon un bilan provisoire. Les députés de l'opposition disent vouloir rendre compte à leur électorat de la manière dont ont été votées les lois électorales du 4 avril dernier, des lois qui vont encadrer la prochaine élection présidentielle. Le chef de l'État, dans un ton ferme, a appelé au calme et a qualifié ces manifestations de tentatives de coup d'État. Un peu plus tôt, le Premier ministre avait déclaré souhaiter l'ouverture d'une enquête afin d'éclaircir les circonstances dans lesquelles les civils ont trouvé la mort. Le président du Sénat a aussi lancé un appel au calme en exprimant sa compassion envers les victimes. Tous deux n'ont néanmoins fait aucun commentaire sur la demande de démission du chef de l'État et du gouvernement exigée par l'opposition. Passé la journée violente de samedi, la capitale est toujours encadrée par les forces de sécurité. Le centre-ville est entièrement quadrillé par un important dispositif des forces de l'ordre. D'après les responsables des forces d'intervention de la gendarmerie, le nombre d'hommes sur place a triplé par rapport à celui enregistré le jour de la manifestation. Le dispositif est maintenu pour protéger les sites commerciaux et éviter des pillages, en particulier autour des stations essence et des banques. L'ambiance est à nouveau très calme autour de l'hôtel de ville. Mais pour autant, les députés de l'opposition ne lâchent pas prise. Ils entendent poursuivre leur manifestation jusqu'à la démission du président et son gouvernement. L'actualité sportive à présent qui succédera aux Belges. Hugo Bross, au poste d'entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale de football du Cameroun. 77 dossiers ont été enregistrés à la Fédération camerounaise de football et parmi les 28 Camerounais en lice figurent Jean-Paul Akono ainsi que Bonaventure Djonkep et la présence de nombreux techniciens camerounais exprime donc la volonté des acteurs du football la pouvoir donc nationaliser le poste d'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Nana Paul Sabin. C'est une grande première dans l'histoire du football camerounais. Un nombre impressionnant de techniciens de nationalité camerounaise se bousculent pour être entraîneur en chef des Lions indomptables. Ils sont 28 sur les 77 dossiers enregistrés suite à l'appel international à candidature lancé au mois de mars par le comité de normalisation de l'Africa Foot. Dans la liste des prétendants camerounais figurent des anciens entraîneurs ou ex-entraîneurs adjoints de la sélection nationale fanion très connue et qui souhaitent revenir aux commandes à l'image de Jules Frédéric Nyonga, Bonaventure Djonkep, Martin Tungupile ou encore Jean-Paul Akono, le plus capé de tous avec un titre de champion olympique Sydney 2000. Aux côtés de ces grands noms du métier d'entraîneur au Cameroun, l'on retrouve des anciens joueurs emblématiques comme Stéphane Tato, capitaine des Lions indomptables lors de la mémorable Coupe du Monde Italie 90, ou encore Rigobert Song, 2 fois champion d'Afrique. Comme de coutume, le recrutement au poste de sélectionneur des Lions indomptables attire des postulants expatriés. Parmi les 49 étrangers qui ont émis le désir de prendre les rênes des champions d'Afrique en titre, comment ne pas citer Lothar Matthaus, capitaine de l'équipe d'Allemagne champion du monde 90, le Nigérian Samson Siasia, champion d'Afrique 94, l'Italien Marco Simone ou les Français Raymond Domenech, Alain Giresse, Philippe Troussier ou Pierre Lechante, champion d'Afrique 2000 avec les Lions indomptables.
Toutes les candidatures, fantaisistes ou sérieuses, sont examinées depuis la semaine dernière par une commission ad hoc que préside le journaliste Djomo Kreben, membre du comité de normalisation de la FECAFOOT. Cette commission livrera à la fin de sa présélection une short list avant le choix final des autorités du football. Un public reportage à présent avant la deuxième partie de ce journal. Advance Cameroun change en 2018. L'établissement de microfinance de deuxième catégorie s'est doté d'un nouveau logotype et le choix a été porté sur une créa qui consolide les acquis et reflète son parcours aux côtés de sa clientèle. Reportage. Des lettres capitales, les mêmes couleurs, un A inachevé, des lignes épurées, un design moderne et des couleurs qui progressent vers la lumière. Voici le nouveau logotype de la microfinance qui en 11 années de dur labeur au Cameroun a atteint les cimes du leadership. Advance Cameroun renforce son identité visuelle pour porter sa stratégie et ses ambitions. Ce changement reflète l'ambition, la maturité et la force de l'entreprise à l'origine des produits et des services innovants. L'institution de microfinance qui a pour vision de véritablement bâtir un établissement financier de référence dédié aux populations qui sont mal servies par le secteur financier classique. Notre mission est de leur proposer des produits financiers adaptés à leurs besoins et ceci nous le faisons depuis 2007 au Cameroun avec à la fois des crédits, des dépôts et des services financiers. Advance Cameroun, ce sont des financements accessibles à tous, petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, commerçants, artisans, cultivateurs et éleveurs. Nous sommes ouverts à tous. Nous sommes également engagés auprès de nos clients pour leur proposer des services financiers adaptés. Nous sommes entrepreneuriaux, c'est-à-dire nous sommes vraiment dans une logique de l'appuyer, de renforcer l'entrepreneuriat, l'esprit d'entrepreneuriat, d'initiative. Et enfin, nous sommes innovants. Advance Cameroun, depuis 10 ans, nous avons constamment innové par nos produits, nos services, par l'utilisation de nouvelles technologies pour nous rapprocher de nos clientèles, pour leur proposer véritablement un service financier adapté à leurs besoins. En une seule décennie, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 69 000 clients, près de 500 employés permanents, 17 milliards de financement des PME en fin d'année 2017. Advance Cameroun, depuis 11 ans, a montré sa solidité, sa maturité, qui aujourd'hui se traduit par notre développement dans 8 régions du Cameroun. Nous continuons notre développement. Nos objectifs sur 2018 et sur les prochaines années est ambitieux, avec à la fois au niveau de développement de nos produits de financement. Nous voulons véritablement développer nos financements à notre clientèle de petits et moyens entrepreneurs, micro-entrepreneurs, pour répondre également à leurs besoins personnels. Le top management a trouvé judicieux de convier les partenaires pour la célébration officielle de cette nouvelle identité visuelle. Advance Cameroun, c'est désormais une uniformisation complète de son branding. On tend vers la densification des réseaux de distribution. La nouvelle marque renforcée aidera à atteindre des objectifs purement stratégiques. Vous remarquerez, Advance va changer, va faire opérer un rebranding de tout. L'objectif vise une standardisation et une harmonisation de nos couleurs sur tout le réseau, que ce soit au Cameroun avec les 17 unités, ces agences qui existent, mais aussi à l'international pour que les clients, où qu'il se trouve, partout où il aille, il trouve la même identité visuelle, il trouve le même service, il trouve la même approche et qu'il se sente réellement chez lui. Dans sa communication, l'entreprise Advance Cameroun entend désormais garder sa vision, sa mission, recentrer ses valeurs, mais fédérer sa clientèle autour de cette nouvelle identité visuelle. La présentation de la nouvelle identité visuelle s'est faite au cours d'une conférence de presse de lancement de la nouvelle marque Advance Cameroun. Dans un instant, la deuxième partie de ce journal. Et je reçois à présent sur ce plateau Achille Azemba. Bonsoir. Bonsoir Nadine et
Bonsoir également à vos nombreux téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes cadre militant du SIF et vous avez représenté le président régional lors des travaux du NEC tenu ce week-end à Bamenda, dans la région du nord-ouest Cameroun. Et évoquant justement dans le sujet de la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, le communiqué final indique que le Cameroun traverse en ce moment une guerre civile au regard de la situation qui prévaut dans ces deux parties du pays. En quoi est-elle une guerre civile? Pourquoi ce qualificatif? Oui, déjà, Nadine, d'entrée de jeu, je vais rappeler que cette séance de travail était plus qu'urgente parce qu'elle était pratiquement une séance bilan, bilan à 3 niveaux. Bilan du Congrès, les travaux du Congrès qui se sont tenus en février et qui a vu à la fin l'élection de notre porte-étendard, à savoir notre candidat à la présidentielle, M. Joshua aussi. Bilan également s'agissant des sénatoriales 2018 et en plus un regard rétrospectif et critique sur la situation qui prévaut dans les deux régions du Cameroun, nord-ouest et sud-ouest. Et quand vous parlez de guerre civile, c'est parce que nous en sommes arrivés à nous inquiéter quand même de l'attitude de nos compatriotes qui sont au gouvernement, parce que on s'est rendu compte qu'il y a une espèce d'enlisement de la situation sur le terrain et les populations souffrent le martyre. Plus que jamais, nous avons estimé qu'il fallait qu'on monte au créneau pour signaler que cette crise, qui pour la plupart, beaucoup des membres du gouvernement ont insisté, dit et redit à Mondo Vision, même sur au plateau de télévision, qu'il n'y avait pas de problème anglophone. De plus en plus, on se rend compte qu'au-delà d'un problème, c'est une crise et qui est pratiquement assimilable à une guerre civile parce que, voyez-vous, il ne se passe pas une journée sans que un homme en tenue soit abattu, sans que des populations, hommes comme femmes, perdent leur vie. Plus que jamais, nous pensons que c'est une guerre civile et vivement qu'on s'asseye autour d'une table pour trouver des solutions. Et vous tenez le gouvernement pour responsable de l'enlisement de cette crise anglophone pour le SIF. C'est le régime de Biya qui est à l'origine de cette crise. Sur quoi vous appuyez-vous pour prendre cette position? Nous pensons quand même que si les gens ont la prétention de penser encore que le Cameroun est gouverné, ça veut dire qu'il y a des responsables qui doivent assumer la gestion du pays à un moment ou à un autre. Pour l'instant, la gestion du Cameroun revient à ce parti-État avec à la tête le président de la République. Oui. Alors, plus que jamais, quand il y a une crise comme celle-là dans d'autres pays, on regarde, on voit comment les responsables multiplient les initiatives, vont sur le terrain pour pouvoir apporter une solution. Le gouvernement également a multiplié des initiatives. J'ai l'impression, on a vu le ministre Paul Atangandi qui est descendu sur le terrain. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de gesticulation que vraiment des actions pour aller vers la résolution de ce problème. Ça va bientôt faire 1 an, 4 mois que cela dure. Donc ça fait déjà beaucoup. Et je pense aussi que certaines personnes ne sont pas qualifiées pour résoudre cette crise anglophone. En l'occurrence, le ministre de l'administration territoriale, le nouveau ministre de l'administration territoriale, parce que il faut regarder la genèse de cette crise. Il y a que les choses sont parties aussi du fait que les populations n'avaient plus confiance en ceux qui passaient pour être les élites, des personnes qui les représentaient. Ces populations avaient l'impression que ces personnes qualifiées d'élites défendaient plutôt leurs intérêts personnels que les intérêts des collectivités. À un moment donné, ils ont dit « trop c'est trop, nous ne voulons plus que ces gens-là parlent en notre nom », d'où le départ de cette crise. Ça m'étonnerait que quelqu'un, fût-il ministre de l'administration territoriale, qui était l'un des acteurs qui au départ criait sur tous les toits qu'il n'y avait pas de crise anglophone et qui aujourd'hui prétend résoudre le problème. J'ai l'impression que c'est la mauvaise personne qui a été mise en mission pour régler ce problème. Plus que jamais, nous prenons le dialogue, qu'on s'asseye autour d'une table. Nous sommes tous Camerounais. Ce pays nous appartient à nous tous. Il n'y a pas un Camerounais qui doit être exclu, qui doit être obligé d'aller vivre ailleurs. Et le président de la République le rappelait quelquefois qu'il passe pour être celui qui a apporté la démocratie au Cameroun et qui souhaite que chaque Camerounais vive au Cameroun et s'exprime librement. Donc plus que jamais, qu'on arrête de stigmatiser un X ou un Y, qu'on s'asseye autour d'une table, qu'on pose toutes les situations qui se présentent sur la table et qu'on essaye d'aller vers des solutions en prônant le pardon.
de tout ce qui s'est passé. Au-delà de l'appel au dialogue que vous prenez, qu'est-ce que le SDF fait concrètement pour trouver une solution définitive à cette crise qui paralyse les 2 régions du pays depuis plus d'1 an déjà? Vous savez que lors des assises de notre dernier congrès, nous avons été menacés par des personnes qui ont voulu requérir l'anonymat et qui nous ont dit que nous n'avions pas bien pensé de pouvoir tenir nos assises là-bas. Pour nous, c'était une démonstration de force de pouvoir dire qu'on ne peut pas laisser une partie du Cameroun, notre cher pays, être pris en otage par qui que ce soit. C'est la raison pour laquelle nous avons insisté pour tenir nos travaux dans cette partie du pays. S'enfuir aurait été donner une caution morale à ces personnes qui tiennent à déstabiliser le Cameroun. Ce n'est pas notre objectif de déstabiliser le Cameroun. Le Cameroun doit être un et indivisible. Mais il n'est pas question de le dire. Il est question de passer aux actes. C'est pourquoi, plus que jamais, même dans nos actes, quand nous montons au créneau, pour signaler que la situation est grave et qu'elle est assimilable à une guerre civile, c'est une façon de mettre la pression et de signaler que ces populations souffrent le martyre pour lequel elles n'ont pas droit. Ces populations du nord-ouest et du sud-ouest ont aussi droit à jouir d'un pays qui peut être stable. C'est pas normal. C'est une zone dans laquelle l'activité économique est pratiquement au point zéro. Justement, et ce week-end, il faut le dire, Achille Azemba, qui se trouve que depuis quelque temps, les représentants de l'État sont la cible des séparatistes anglophones. Et ce week-end encore, on l'a vu, le convoi du gouverneur de la région du sud-ouest Cameroun qui a essuyé une attaque et Bena Okalabila a échappé de justesse à un lynchage. Comment appréciez-vous cette situation? Justement, la situation est extrêmement grave. Et là, c'est un signe qui amène même à ce gouverneur à comprendre que ce qui est dit n'est pas de l'exagération, parce que quelquefois, nous qui avons un autre son dissonant qui ne convient pas à celui de ceux qui nous gouvernent, on a l'impression à un moment de nous assimiler à des oiseaux de mauvais augure. Plus que jamais, c'est une démonstration. Que devrait faire l'État pour pouvoir restaurer l'autorité de l'État mise en mal dans cette partie du pays? Non, il n'y a pas de sorcellerie à faire, parce qu'on s'est aussi rendu compte que à un moment X ou à un moment Y, on est en train de vouloir résoudre le problème de la crise anglophone par la violence. Il ne suffit pas d'arrêter des gens, il ne suffit pas d'arrêter des innocents, il ne suffit pas d'enfermer, d'embastiller, il ne suffit pas de créer un climat de terreur dans ces zones. Il faut commencer par respecter ceux qui ont émis un certain nombre de revendications, appeler tout le monde autour d'une table, s'asseoir, poser le bon diagnostic. Parce que c'est de ça aussi qu'il est question. Poser le bon diagnostic et aller vers des pistes de solutions. Mais surtout, dialoguer, échanger, écouter tout le monde et arrêter de stigmatiser. Parce qu'on a l'impression que le dialogue a été stoppé, net. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne reviendrait pas autour d'une table? Ce Cameroun appartient à tous les Camerounais et plus que jamais, ce sont les Camerounais qui doivent trouver des solutions à leurs problèmes. Peut-être une dernière question pour sortir à Achille Azemba. Parlant des échéances électorales au Cameroun, Joshua. Aussi, votre porte-étendard est très invisible depuis le dernier congrès du parti tenu à Bamenda. Et on annonce également une descente dès le 30 avril prochain. Est-ce que cela n'arrive pas un peu trop tard? Non, pas trop tard. Une élection présidentielle, c'est quelque chose de suffisamment costaud, de lourd. Monsieur aussi, et à travers monsieur aussi le SDF, c'est ce qui doit être fait pour une élection présidentielle. Nous ne sommes pas à notre première expérience. Nous ne voulons pas faire dans la gesticulation. Nous travaillons dans l'ombre. Et comme vous l'avez dit, d'ici les prochains jours, vous verrez notre déploiement. Et ce sera un déploiement avec du super lourd pour aller vers la présidentielle, pour aller vers la victoire. Merci Achille Azemba d'être venu ce soir. Je rappelle que vous êtes cadre militant du SDF et vous avez représenté le président régional du littoral lors du travaux du NEC tenu à Bamenda dans la région du nord-ouest Cameroun. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et à suivre tout juste après 100% foot. Sylvestre Hippolyte Zangaou reçoit ce soir Joël Bandanda, champion du Cameroun en 2012 avec l'Union sportive de Douala et le coach Jean-Baptiste Bissek, ancien entraîneur du Canon de Yaoundé, pressenti d'ailleurs pour être l'entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale de football du Cameroun. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Mbanga,
la razzia de certaines localités par des forces de défense et bien d'autres situations qui présentent le triste visage des régions anglophones du Cameroun. Le comité national exécutif dénonce aussi les gardes à vue abusives, le racket des populations civiles par les policiers et gendarmes. Pour le NEC, de nombreux jeunes anglophones sont interpellés au quotidien dans des commissariats de police et des brigades de gendarmerie et accusés d'embazounia. Par la suite, les familles déboursent d'importantes sommes d'argent pour obtenir la libération de ces jeunes enfants. Toute chose qui s'inscrit en totale violation des lois et règlements en vigueur dans la République et qui ne contribue, selon le SDF, qu'à attiser le feu de la guerre civile. Toujours dans sa sortie, le Social Democratic Front note avec consternation que le RDPC instrumentalise certains jeunes anglophones pour déstabiliser les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Le chairman Nidjon Fundi se veut donc clair. Paul Biya doit mettre un terme à la guerre déclarée aux régions anglophones du Cameroun. Et il rappelle qu'aucun gouvernement n'a jamais gagné une guerre contre son propre peuple. Et en deuxième partie de ce journal, nous reviendrons sur ces résolutions du NEC tenues ce week-end à Bamenda, dans la région du nord-ouest Cameroun. À présent, l'actualité au Sénat. La session de plein droit s'ouvre demain au Palais des Congrès de Yaoundé. Elle sera présidée par le bureau d'âge qui devra au préalable vérifier les incompatibilités avant la remise des permis proprement dites des attributs aux sénateurs. Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. La session de plein droit du 24 avril est celle qui donne le coup d'envoi des activités de la deuxième mandature de la Chambre haute du Parlement. Mais contrairement à 2013, les sénateurs vont attendre quelques jours avant de recevoir leurs attributs, le temps de procéder à la vérification des mandats et des incompatibilités. C'est une exigence de la loi du 27 octobre 2016, modifiant celle du 10 juin 2013, portant règlement intérieur du Sénat. Après l'ouverture solennelle de cette session par le doyen d'âge, quelques commissions seront constituées qui seront chargées d'examiner les situations d'incompatibilité de chaque sénateur. Il sera question pour ces commissions de répondre aux questions ci-après. Est-ce qu'un sénateur est maire? Est-ce qu'il est DG? Est-ce qu'il est DGA? Est-ce qu'il est président du conseil d'administration? Ces commissions, au cours d'une plénière, vont rendre publique la liste définitive des 100 sénateurs. Et c'est ce jour-là, nous serons déjà certainement vers le mois de mai, c'est ce jour-là que les attributs seront remis à tous les sénateurs. Tous les sénateurs vont porter ce jour-là leurs écharpes tricolores. Et c'est ce jour-là que les familles pourront venir au Palais de Congrès pour les bouquets de fleurs. Selon l'article 22 du règlement intérieur, l'exercice du mandat de sénateur est incompatible avec les fonctions de membres du gouvernement et assimilé, de membres du Conseil constitutionnel, de président du conseil d'administration ou le statut de salarié dans un établissement public ou une entreprise du secteur public ou parapublic. L'idée ici est de mettre un terme au cumul de fonctions relevé lors du dernier mandat. En attendant que ce préalable soit vidé, il revient dès le 24 avril au bureau d'âge de conduire les travaux du Sénat. C'est un jour spécial qui sera uniquement consacré à l'ouverture de cette session ordinaire de plein droit. Les sénateurs vont découvrir le nom du doyen d'âge. Ils vont également découvrir les noms des deux plus jeunes sénateurs, femmes et hommes. Après quoi, le bureau du Sénat sera mis en place dans les conditions prévues par la loi. Les sénateurs vont élire le président, le premier vice-président, les vice-présidents, les questeurs et les secrétaires. Et à la suite, le président du Sénat, le tout nouveau président du Sénat, va prononcer son discours de circonstance. L'élection des membres des commissions spécialisées du Sénat. Je signale que c'est une session qui peut durer 1, 2, 3 semaines, mais qui ne peut pas dépasser un mois.
Et dans le registre des faits de société, fin de parcours pour un gang de malfrats à Douala, réputé dans les agressions, viols, vols et consommation du chanvre indien. Ces présumés brigands, à majorité des jeunes, sémaient la terreur dans les quartiers Makeya, Nyobel ainsi que Bonadibon. Le récit des faits dans ce reportage d'Innocent Abega, Séverin Tchouban et Julien Berthe-Bissaï. L'on se croirait dans un film hollywoodien que non, il s'agit d'une opération réelle de police pour déloger des malfaiteurs. Police! Nous sommes à Monté-Mangabel. Sans salaire, aucune prime ne leur a été versée. C'est une situation qui justifie la grève entamée depuis plus de 2 mois sur le terrain. Le reportage de Jacquino Molon et Auréole Djoumi. Une cinquantaine d'employés, une cinquantaine de familles, 10 mois sans salaire, sans prime, sans motivation aucune. 10 mois d'une longue attente. L'administration a des salaires exorbitants. L'administration gère beaucoup plus avec des salaires exorbitants, alors que les acteurs de la recherche proprement dit sont laissés à eux-mêmes. Et vous voyez énormément d'associations qui sont dans les 700, 1 million, voire 2 millions, voire 3 millions de salaires, alors que les chercheurs qui écrivent des projets se retrouvent dans 200, 250 000. On ne peut pas se lever d'ici. Et en plus, nous, on ne peut pas se lever de cette grève sans avoir nos 9 mois de salaire. Nous sommes aujourd'hui à 10 mois, qui était hier. Donc au jour d'aujourd'hui, on a pris la résolution où c'est ça, ou ce n'est pas ça. Au Centre africain de recherche sur bananiers et plantains de Njombe, il y a longtemps que le ciel est sombre. Nous sollicitons vraiment l'appui des autorités, l'intervention immédiate des autorités pour que cette situation trouve une solution. Pour que nous ayons au moins nos salaires et voir comment dans l'avenir nous pouvons vivre de façon sereine. Un projet lancé le 1er février 2001 à Yaoundé par un accord intergouvernemental sous l'égide de la conférence des ministres de la recherche-développement de l'Afrique occidentale et centrale. C'est dû à une mauvaise gérance, puisque si déjà nous sommes en 9 mois, pourquoi est-ce qu'on a attendu que ce manque de salaire arrive jusqu'à 9 mois? Alors on dit que quelque part, il y avait une mauvaise gérance. Et ça a poussé les bailleurs de fonds même de se retirer. Pour les employés, c'est la confiscation des sphères de gestion par les Camerounais qui est à l'origine de tout ce problème. Ils pensent qu'elle s'inscrit en totale violation des statuts du centre. C'est un centre international, le statut prévoit que la tête de la structure, le directeur doit être un expatrié, le gestionnaire d'un autre pays et le coordinateur d'un autre pays. Donc les 3 sièges doivent appartenir à 3 pays différents. Du coup, les autres membres du pays membres refusent de contribuer parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas mettre leur argent alors qu'il n'y a personne parmi eux qui va gérer cet argent. Le centre, qui repose sur plusieurs centaines d'hectares, est presque à l'abandon aujourd'hui. Des plants qui se meurent, des arbres qui chutent, une nature devenue peu clémente. L'administration, de son côté, tente de relativiser. Ce centre est essentiellement financé par les États qui l'ont créé, les États membres qui sont 7. Depuis 2017 aussi, la contribution du Cameroun n'avons pas pu l'avoir en entièreté et nous comprenons juste là du fait de la situation sécuritaire qui prévaut dans les différentes régions de notre pays. Les recettes propres du centre ne parviennent pas à soutenir la masse salariale du personnel. Des arguments qui ne suffisent pas à convaincre ces ouvriers. Ils ont décidé, et ce depuis 2 mois, de faire un sit-in chaque jour au siège du CABAP à Njombe. L'actualité hors de nos frontières à présent, l'île de Madagascar est en ébullition alors que le gouvernement annonce de nouvelles mesures qui pourraient donc empêcher certains candidats de se représenter. Une manifestation géante a été réprimée ce week-end par les forces de l'ordre et les manifestants protestent contre les nouvelles lois électorales. On fait le point dans ce reportage de Gladys Sidi. Une manifestation organisée par les députés de l'opposition pour protester contre les récentes lois électorales votées le 4 avril a dégénéré dans la capitale malgache. Durant plus de 3 heures, de violents affrontements ont eu lieu entre forces de l'ordre et manifestants.
Des affrontements ont éclaté, laissant 3 personnes sans vie, dont 2 enfants qui auraient été asphyxiés par les gaz lacrymogènes et 17 personnes blessées selon un bilan provisoire. Les députés de l'opposition disent vouloir rendre compte à leur électorat de la manière dont ont été votées les lois électorales du 4 avril dernier, des lois qui vont encadrer la prochaine élection présidentielle. Le chef de l'État, dans un ton ferme, a appelé au calme et a qualifié ces manifestations de tentatives de coup d'État. Un peu plus tôt, le Premier ministre avait déclaré souhaiter l'ouverture d'une enquête afin d'éclaircir les circonstances dans lesquelles les civils ont trouvé la mort. Le président du Sénat a aussi lancé un appel au calme en exprimant sa compassion envers les victimes. Tous deux n'ont néanmoins fait aucun commentaire sur la demande de démission du chef de l'État et du gouvernement exigée par l'opposition. Passé la journée violente de samedi, la capitale est toujours encadrée par les forces de sécurité. Le centre-ville est entièrement quadrillé par un important dispositif des forces de l'ordre. D'après les responsables des forces d'intervention de la gendarmerie, le nombre d'hommes sur place a triplé par dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Une tanière de brigands et malfrats dans la capitale économique. La descente fait suite à de nombreuses dénonciations des populations. Le dernier cas en date, l'agression d'un opérateur économique le 22 avril courant. Sa mallette et d'importants dossiers ont été emportés. Il y a un autre groupe de gars qui se sont ici aujourd'hui. Ils ont commencé à tirer sur les gens et poignarder les gens. Voilà pourquoi on a fait appel aux autorités qui sont venues pour l'intervention. En trouvant, ils ont trouvé qu'il y a le fumeur qui ne peut même plus marcher. Et il y a parmi les gens qui ont tué, qui ont voulu poignarder les autres. On a pu arrêter quelques-uns. Des brigands sont finalement interpellés. Ils sont en majorité des adolescents, consommateurs et revendeurs de chanvre indien, cannabis et tramol. Ils dictaient leurs lois et semaient la terreur dans ce quartier, jonction de plusieurs autres comme Bali, Makea, Newbel et Bonadibon. Nous sommes dépassés, papa. On les chasse, ils ne comprennent pas. Mais ce qui est mauvais, c'est que de temps en temps, la police vient, après ils partent. On veut la liberté, on veut la paix, on veut qu'ils quittent d'ici. On souffre beaucoup. On souffre, on ne dort pas. Nuit et jour. Nous demandons la justice. Nous sommes fatigués. Nous sommes la vie. On ne s'inscrit pas dans ces quartiers. Nous voulons la justice. Si ce ne va pas la carte de Dieu, c'est que nous, on ne vit pas. On a laissé les gars. Nos filles achètent. Est-ce qu'il faut que les gars avec nos bébés dans le ventre? Leur refuge, une vieille maison à l'abandon. La fouille systématique donne de voir un tunnel. C'est par ce trou de fortune que plusieurs brigands se sont sauvés à l'arrivée des fins lignées. Ils ont réussi à fondre dans la nature. Et dans le département du Mungo, l'arrivée des déplacés dans la ville de Banga a contraint les forces de l'ordre à multiplier des patrouilles afin de veiller à la sécurité des personnes et des biens. Et ces multiples descentes sur le terrain ont permis de mettre hors d'état de nuire des gangs, des malfrats qui opéraient en toute impunité. Le récit des faits avec Jacquino Molon et Xavier Foucault. Yodjo Luc Clovis, alias Patou, a été arrêté par la police. C'est l'un des voleurs d'un gang de 3 malfrats spécialisés dans le pillage des boutiques et autres magasins dans la ville de Mbanga. Cette opération a été réalisée grâce au renforcement de la sécurité dans cette localité avec l'arrivée des déplacés des Diki. Suite à l'arrivée massive des déplacés du village Diki, suite aux attaques, l'autorité administrative a pris des dispositions sécuritaires draconiennes afin non seulement de sécuriser ces déplacés et de sécuriser également les populations de Mbanga. C'est dans ce cadre que les patrouilles ont été intensifiées. Nous avons donc à ce jour pu interpeller certains redoutables gangsters
qui font l'objet de plusieurs procédures dans notre unité. Nous avons pu récupérer un certain nombre de marchandises. Une opération qui a permis de mettre la main sur cet impressionnant butin de diverses qualités. Cette trappe a réussi grâce à la collaboration des populations qui ont marre d'être des victimes des coups de vol dans leur localité. Une fois de plus, à remercier les populations qui régulièrement nous informent et leur exhortent à continuer sur cette lancée afin que nous puissions, n'est-ce pas, vivre dans la paix et la sécurité. On note que c'est le troisième gang qui est démantelé en Banga en l'espace de 2 mois, situation qui commence à être très préoccupante. Alors que ces 2 complices ont échappé à ce coup de filet, le présumé voleur croupit dans une cellule du commissariat de la ville. Dans les prochains jours, il répondra de ses actes devant la justice. Et c'est une fin de parcours tragique pour un malfrat dans la ville de Douala, alors qu'il tentait de dérober du matériel dans un atelier de soudure métallique cette nuit. Il a été électrocuté à la tête. La scène s'est déroulée au lieu dit Casino à Newbel, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Le récit des faits avec Innocent Abega et Leclerc Sakem. Spectacle inhabituel ce lundi au quartier Nubel, lieu dit Casino à Douala, capitale économique du Cameroun. Le corps sans vie d'un jeune homme sorti dans un atelier de menuiserie métallique. Le propriétaire revient sur les circonstances de cette macabre découverte. Je suis arrivé ce matin aux environs de 8h30. J'ouvre l'atelier. Dès quand j'ouvre l'atelier, directement je trouve quelqu'un qui est assis et qu'il est mort dans mon atelier. Il est passé par le plafond et puis il est entré. C'est là où il est le courant. Parce que j'ai les rapports du courant sont dedans. C'est là où il est donc passé. C'est celui qui l'a donc touché. Et puis le courant, et puis il est mort. L'ami de ce dernier est surpris par la nouvelle annonçant la mort de celui avec qui il a partagé un verre de vin blanc la veille. Dans la soirée, il était avec lui, nous étions au Tchapalon, il était en train de boire le matango. Mais il semblerait que lui, c'est quelqu'un que lui sort la nuit, il ne sait pas. Mais subitement le matin, si je suis au matango, je constate, on vient me donner la nouvelle qu'il est mort. On l'a attrapé dans un atelier qu'il a volé. Le coin est électrocuté. Il est mort, on l'a trouvé de mort. Directement, je cours, je reviens, j'arrive sur les lieux, je le vois. Je constate que c'est vraiment lui, mon frère, il n'est pas cru. Je vois quelqu'un là, de mort. Hier là même, une maman lui a dit que j'ai rêvé de toi, que la police t'a arrêté. Il ne savait pas pourquoi la maman disait ça. Il a pris ça à la légère. Il a pris ça à la légère, mais moi il a dit, voilà, regarde, comprends ce que la mère a te dit. C'est une maman qui, que quand elle dit que quelque chose va arriver, ça arrive. C'est même pas la première fois, mais le voilà alors. L'attente du présumé malfrat arrivé sur les lieux est inconsolable. Mon bébé, comment bébé, Le phénomène du vol dans les ateliers est monnaie courante dans ce quartier de la ville de Douala. Ça, c'est un problème que souvent nous-mêmes faisons nos ateliers. On revient, on trouve que les gars ont traversé par le plafond pour pouvoir ramasser nos appareils et repartir. Quand 6 heures, tu viens, ils sont en train de regarder, ils lionne. Quand tu demandes, tu fais quoi là? Il dit que je cherche la ferraille. Mais alors que ce n'est pas la ferraille, tu cherches la ferraille et puis tu cherches à forcer la porte de quelqu'un. Les éléments de la brigade de Kololoun descendus sur les lieux ont ouvert une enquête. Le corps a été déposé dans une morgue de la place. Dans le reste de l'actualité, l'arrondissement de Makak dans le département d'Union et Kélé est plongé dans le noir. Depuis des jours, des coupures intempestives d'électricité donnent du tournis aux populations. Elles déplorent de nombreuses pertes. Les activités commerciales tournent également au ralenti. Le reportage de Joël Niem et de Julingue Nyondé. En soirée où les enfants doivent apprendre, les coupures sont là. Comment ils vont donc réussir? C'est ce que nous vivons à Makak. Nous n'avons pas de lumière. C'est le cri de désespoir d'une habitante de l'arrondissement de Makak, localité située dans le département d'Union et Kélé, région du centre. Depuis de nombreux jours, ces populations sont sevrées de l'énergie électrique et ne savent plus à quel sens se vouer. Nous avons les clients qu'on n'arrive pas à satisfaire. Tu as le travail, tu ne peux pas réaliser un travail parce que tu abuses même déjà les clients
à cause de ce courant. Peut-être c'est un travail peut-être d'une demi-journée. Tu n'arrives pas à réaliser parce que le courant fait même des 3, 4 jours, 5 jours, ça ne vient pas. Nous sommes dans des situations très compliquées. Les activités tournent au ralenti. Les marchandises se détériorent et créent un réel manque à gagner auprès des opérateurs économiques. Pour l'eau, on ne vit plus parce que ici à Makak, il n'y a même pas d'électricité et parfois on apporte les cadeaux de poissons. Ça pourrisse, on peut fumer et parfois même on jette. On a une perte énorme ici à Makak à cause du courant. Je suis menuisier qualifié, mais actuellement quand je vous parle, pour que ma famille puisse manger, je suis obligé de grimper sur une moto parce qu'il n'y a pas d'électricité. Il y a certaines commandes que je suis incapable de livrer à temps parce qu'il n'y a pas d'électricité. Tous les secteurs sont touchés par ces coupures intempestives de l'électricité. Il y a des enseignants qui veulent tirer leurs épreuves. Nous n'avons pas cette possibilité depuis lundi. Il y en a qui veulent exercer les enfants en leur proposant des sujets type examen. Ils ne peuvent pas le faire depuis que nous avons repris les cours pour le 3e trimestre à cause de cette coupure d'énergie. Nous avons une machine renographe qui ne marche pas. La situation est plus inquiétante dès la tombée de la nuit. L'absence de l'énergie électrique a fait renaître une insécurité qui connaît son pic avec de multiples cas d'agression et de vol dans l'arrondissement de Makak, affirment les habitants. Le malaise persiste au Centre africain de recherche sur bananiers et plantains. Les entreprises de cette structure scientifique située dans le département du Mungo s'apprêtent à passer le 10e mois. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Ce sont près de 2 milliards de francs CFA que Basile Atangana-Kouna et Jacques-Michel Massa, un des co-accusés, auraient versé à l'État du Cameroun. Le conseil de l'ex-ministre de l'eau, écroué à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé, a donc saisi le procureur du TCS au fin d'obtenir sa libération. Cependant, son conseil s'est appuyé sur une disposition de la loi régissant le TCS. Plus de précisions dans ce reportage de Guy Zogo. L'affaire Basile Atangana-Kouna et son co-accusé Jacques-Michel Viviane Massar contre l'État du Cameroun dans le dossier de la réhabilitation des stations Camwater vient de prendre un tour particulier avec la restitution du corps du délit à hauteur de près de 2 milliards de francs CFA. Avocat au barreau du Cameroun, maître Emmanuel Sim précise ce qu'il faut entendre par corps du délit et l'esprit de la loi sur le tribunal criminel spécial au sujet du remboursement de celui-ci. Le code du délit, c'est en latin corpus delicti, c'est la chose qui a été détournée au préjudice de l'État, ou alors quand ce n'est pas une chose matérielle comme un immeuble ou un bien, ça peut être donc plus généralement les deniers publics qu'on appelle encore les fonds publics. La loi organisant le tribunal criminel spécial au Cameroun a prévu entre autres dispositions une notion assez nouvelle qu'on appelle l'arrêt des poursuites en cas de remise du corps du délit. Mais à l'observation, relève l'homme de loi, l'application de cette disposition sur l'arrêt des poursuites judiciaires après remboursement du corps du délit fait voir nombre de disparités selon les cas et surtout la mainmise du politique. Dans le cas de Mme Arman Adama, elle a été remise en liberté après arrêt des poursuites. Par contre, dans le cas de Yves-Michel Faucho, pour lui, l'arrêt des poursuites n'a pas été ordonné. La décision d'arrêt des poursuites est une décision qui revient aux politiques, c'est-à-dire au ministre de la Justice, garde des Sceaux. De plus, autre entorse faite à la justice, lorsqu'il y a arrêt des poursuites, les déchéances, elles, sont passées par pertes et profits, se désole l'avocat. Que logiquement, le remboursement devait plutôt être une circonstance atténuante. C'est-à-dire que même si on a remboursé, on fait le procès jusqu'au bout, on condamne la personne poursuivie aux dépens et aux autres peines,
on prend les peines de l'article 30, c'est-à-dire les déchéances prévues par la loi, et on considère donc plutôt que la remise est une circonstance atténuante. Dans l'ensemble, la mise en route du tribunal criminel spécial, selon maître Emmanuel Sim, fait observer de nombreuses approximations qui mériteraient que cette loi soit reformulée. Une bonne rédaction aurait voulu que le juge du tribunal ou alors le juge d'instruction, quand l'affaire est encore à son niveau, soit autorisé à arrêter les poursuites dès qu'il y a le constat que le denier public a été remboursé ou que le bien public a été remis. Une option loin d'être partagée par les tenants du pouvoir qui maintiennent bel et bien en place cette juridiction dans sa forme initiale. Le Cameroun est en guerre civile, c'est ce que déclare le SDF. Le communiqué final des travaux du NEC tenu ce week-end à Bamenda, dans la région du nord-ouest Cameroun, accuse le régime de Yaoundé d'entretenir la violence dans ces deux parties du pays. Le SDF regrette l'indifférence du gouvernement à pouvoir ouvrir un dialogue national et inclusif. Auréole Tchoumi. Avec la crise anglophone, c'est désormais clair pour le Social Democratic Front, une guerre civile ouverte est née au Cameroun. Le parti de Nidjon Fundi dénonce un gouvernement irresponsable et une police opportuniste qui enfonce davantage le pays dans un chemin de non-retour. Le SDF maintient sa posture sur la crise anglophone. Le gouvernement est l'unique responsable de la guerre civile déclarée ouverte qui se vit principalement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le parti de Nidjon Fundi, qui tenait une réunion du comité national exécutif ce week-end à Bamenda, illustre son qualificatif de guerre civile avec la double attaque du convoi du gouverneur Bena Okalia Bilay dans le département du Lébialem, l'assassinat des gendarmes et militaires dans les régions anglophones, les centaines de déplacés du village Ediki